Je laisse la parole tout de suite à la présidente Valérie Fournier qui va accueillir le ministre Christophe Béchu. Merci. Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, cher Christophe Béchu, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, les membres de l'administration, de la Caisse des dépôts, d'Action Logement, chère Emma, présidente de l'Union, et l'ensemble de nos collègues des fédérations et de l'ensemble du secteur, mesdames et messieurs les présidents et directeurs ou directrices générales d'ESH, chers collègues, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, au terme de cette journée riche en débats, je suis très heureuse de vous accueillir et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Et comme nous sommes encore en période de vœux, je me permettrai de vous souhaiter pour l'année 2024, pour vous, votre famille et aussi pour vos équipes avec lesquelles nous travaillons efficacement et toujours en confiance, une très bonne année alors que nous avons énormément de chantiers à faire ensemble. Je profite aussi de ce moment de clôture pour remercier chacune et chacun d'entre vous qui avez aujourd'hui accepté ce débat d'un colloque un peu différent et en tout cas qui avez accepté ce challenge du débat et de l'échange. Les échanges ont été passionnés dans chacun des ateliers qui prouvent aussi ce qu'est la cause du logement parce que derrière le logement, comme ça a été dit par plusieurs d'entre vous, il y a surtout des vies et des parcours de vie et donc des parcours d'espoir et c'est ça qui nous anime. Monsieur le ministre, dans ce lieu emblématique de la mutualité, nous avons souhaité lancer nos premières rencontres nationales, non pour faire le énième colloque sur le logement, même s'ils sont tous utiles, mais pour aborder une année essentielle pour la cause du logement, en jouant la carte du dialogue, de l'échange et même celle de la contradiction. Je remercie d'ailleurs chacune et chacun d'y avoir participé. La formule a démontré que les débats passionnés nécessiteraient plus de temps. Je suis désolée donc pour tous ceux qui n'ont pas pu contribuer, mais on va, dans la suite de ce colloque, vous interroger par écrit, donc vous pourrez participer, bien évidemment, en vue des conclusions et des actes de ce colloque. Dans une période où la recherche de la polémique et de la petite phrase nous contraint parfois à plus nous opposer qu'à nous écouter, il nous a en effet paru important de donner le temps à l'échange. Parce que, comme je l'ai dit en introduction de ces rencontres, accepter de s'écouter, de s'entendre, accepter que les expertises d'usage, de métiers sont multiples, permettre non pas de parler pour nous, pour ne rien dire, mais d'accepter de se rencontrer et de se comprendre et de faire un bout de chemin ensemble, la cause du logement abordable le mérite. Par ailleurs, Monsieur le ministre, nous connaissons aujourd'hui une crise immobilière massive et une crise de l'accès au logement qui nécessitait, selon nous, de débattre pour trouver ensemble des solutions. Les 170 ESH sur l'ensemble de leur territoire métropolitain ou ultramarin sont, vous le savez, en action. Malgré la crise actuelle, nous aurons cette année maintenu le niveau de dépôt d'agrément les logements donc de demain au niveau de l'année 2020, soit 50 000 logements, marqueur sans cesse renouvelé de notre engagement en faveur de la construction neuve. Nous avons participé à l'effort de solidarité vis-à-vis de la promotion immobilière en rachetant des programmes de VFA en LLI, non pour oublier notre mission de bailleur social, mais pour participer à la sortie des opérations de terre et donc aussi à la quote-part SRU de logement social, et également pour répondre aux besoins de logements abordables, notamment en zone tendues pour les classes moyennes, mais aussi sur ces secteurs détendus pour celles et ceux qui momentanément ne peuvent plus accéder à la propriété et qui pourtant aspirent à avoir un logement. Nous avons aussi poursuivi notre engagement en faveur de la réhabilitation en réhabilitant 50 000 logements de manière thermique. Je sais que c'est un engagement très fort que vous portez, et même si, bien évidemment, pour remplir la trajectoire de la France à l'horizon 2050, il faudrait tripler cet effort, sachez que, bien évidemment, nous nous opposons pas, comme ça a été dit dans l'atelier 2, l'ambition de construction qui est la nôtre à l'ambition de réhabilitation et à la transition écologique nécessaire pour tous et pour demain. Nous avons aussi souhaité que nos rencontres permettent de donner aussi une place aux habitants, parce que c'est pour eux que nous travaillons au quotidien,
Comme je le dis, on a un métier souvent très technique. Les débats du logement sont même des débats quasiment de médecine. On n'a pas beaucoup de médecins généralistes dans le logement, on a beaucoup de spécialistes. Donc c'est très complexe. Mais à la fin, comme ça a été dit par certains, derrière tous ces schémas et un CCH particulièrement développé, finalement, les histoires de vie que vivent les bailleurs tous les jours, ce sont des histoires de vie, des histoires de rencontres. Par exemple, hier, j'avais une petite fille qui a écrit chez Immobilière 3F, mais peu importe où, pour remercier du parcours qu'elle a fait chez nous, qui a permis à ses parents et à elle d'être bien logés. Et elle part, mais elle va chez un autre bailleur. J'espère que ce n'est pas parce qu'on était nuls. Hein. Mais en tout cas, elle part dans un parcours. Et en fait, ça, c'est finalement ce qui nous anime tous les matins, ce qui tous les matins nous permet de nous remettre, de remettre le chantier du logement abordable sur les rails. Nous sommes aussi engagés dans les secteurs de l'habitat spécifique, de l'hébergement, dans ceux de l'accession sociale à la propriété, de la vente, avec toujours une seule et même boussole, donner à chacun un logement et accompagner les parcours de vie. Engagés pour la cause du logement chaque jour, au travers de nos plus de 32 000 collaborateurs, nous cherchons des solutions, nous cherchons à accompagner les mutations, en clair, à faire plutôt que de nous désoler. Or, cette nécessité de faire est aujourd'hui certainement plus que jamais une urgence. La crise immobilière, malgré la baisse des prix à la transaction, ne crée pas de baisse de la tension sur l'offre locative. Bien au contraire, nous constatons sur de très nombreux territoires, ce qui permet d'ailleurs de mettre fin au manichéisme de l'opposition entre zone tendue et zone détendue, que la demande de logement social et plus globalement de logement augmente fortement, et surtout que l'ascenseur républicain et social dans le logement est en panne. Ainsi, nous perdons chaque jour des points de rotation. Je regardais l'autre jour d'ailleurs les statistiques par exemple de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes aujourd'hui en dessous de 4% de points de rotation en Seine-Saint-Denis. Je pense que peu de gens auraient cru possible que ce département particulièrement riche et emblématique, mais néanmoins parfois complexe, puisse arriver à un tel faible taux de rotation. En clair, cette rotation, elle est indispensable pour accueillir de nouvelles familles. Je le dis sans ironie ici, non parce que les locataires HLM s'enrichissent, mais parce qu'ils n'ont ni les moyens ni les solutions pour quitter le parc social. J'ai lu ce matin, Monsieur le Ministre, l'audition de Madame Rouzet de la direction du Trésor. Soyez assurés qu'aucun dirigeant de SH, et je dirais même de bailleur, comme aucun citoyen que nous sommes, ne soit pas conscient de l'état de nos finances publiques et de l'endettement de la France, et que cette question soit une responsabilité collective et un enjeu essentiel, y compris pour les générations à venir. En général, cela d'ailleurs conduit à un débat légitime sur les priorités en matière de dépenses. Et comme nous avons pu l'entendre, nous savons que le logement est un secteur dépensier. Mais néanmoins, il est aussi un secteur efficace. Notre objet, au travers de ces rencontres, c'était bien de dire et d'affirmer ce que font les bailleurs sociaux, mais au-delà de ça, ce que l'ensemble de la colonne et des partenaires du logement font aujourd'hui. D'une part, que nous sommes en action. D'autre part, que la crise du logement actuel, à laquelle s'ajoute la crise du secteur immobilier dans son ensemble, change nos paradigmes et nous oblige à entrer dans une nouvelle ère dans laquelle il nous faut retrouver un chemin nouveau, parfois difficile, pour répondre à nos enjeux. Croire que nos modèles sont pérennes et définitivement les mêmes serait une erreur, mais par contre défendre la mission qui les anime est une mission essentielle. Vous pouvez compter sur les ESH pour contribuer et pour porter des propositions en ce sens. Cependant, je me dois de m'étonner du constat qu'a fait Mme Rouzet lors de cette audition. Je lis son constat. Nous n'avons pas retrouvé le niveau de production de logement social pré-Covid. Cela ne semble pas vraiment être lié à des difficultés financières, puisque globalement, les bailleurs sociaux ont une santé financière assez solide. Ils ont été soutenus par des mesures qui ont permis de faire face à la crise, avec l'intégration du bouclier tarifaire gaz, le gel du taux du livret A à 3%, que nous avons salué d'ailleurs, et par des subventions pour la rénovation énergétique. Mon objectif n'est en aucun cas de polémiquer. D'autant qu'étant assez nul en chiffres et maîtrisant peu Excel, je suis sûre de la très forte compétence de la direction du Trésor en la matière. Cependant, pour les ESH,
Tous nos résultats courants cette année sont en déficit, notre autofinancement a baissé et nous avons besoin d'être confortés dans notre modèle économique, non pour vivre mieux ou bien, mais pour continuer à agir et à défendre la cause du logement. Les débats ont été riches aujourd'hui. Ils vont nourrir nos propositions. Nous ferons d'ailleurs des actes de ce colloque qui ont pour but de participer au débat à notre place de la future loi logement annoncée. Mais au-delà des ateliers, et je remercie les rapporteurs d'avoir participé à cet exercice complexe, je voulais vous dire, Monsieur le ministre, que nous défendons des idées simples qui, je le crois d'ailleurs, ont été partagées largement. D'abord, vous êtes le ministre de la cohésion des territoires, mais pour nous, la cohésion des territoires ne peut se faire sans une cohésion sociale et sans un pacte social renouvelé. Ensuite, il est nécessaire de faire certes une analyse des besoins, non pour penser qu'il n'y en a pas partout, par contre pour justifier ce dont nous sommes tous conscients, qu'il y en a des différents, que les âges de la vie, que les besoins sont différents selon les territoires et que la réponse logement doit être particulièrement précisée à l'échelle, bien évidemment, des territoires. Par ailleurs, nous pensons qu'il n'y a pas d'opposition entre une politique nationale du logement ambitieuse, qui est pour nous la base de la promesse républicaine et qui est aussi une promesse d'équité, finalement, qui est celle de la République, et en même temps, une politique territoriale également engagée. De mon point de vue, il n'y a pas besoin de nouvelles autorités ou de nouvelles organisations ou de nouveaux règlements. Il y a par contre besoin de trouver les règles pour chacun et de savoir surtout qui est responsable de quoi à chacun des niveaux, afin d'ailleurs que nous soyons tous plus efficaces et plus efficients, y compris dans l'exécution de la commande publique et dans la dépense publique. Nous aspirons donc à un contrat et national et territorial simple, compréhensible, sur une longue durée. Nous aspirons aussi, et nous l'avons proposé, à participer au-delà du fait de loger, à l'accès au logement et à l'accès aux droits, parce que pour nous, le logement, c'est bien plus que ce qu'il est en tant que boîte, entre guillemets, mais c'est bien l'accès à une adresse, et derrière l'accès à une adresse, c'est l'accès aussi à un devenir. En tout cas, telle est notre ambition. Nous sommes prêts aussi à défendre et à mettre en action nos équipes de maîtrise d'ouvrage, à la fois pour répondre aux enjeux climatiques, pour répondre aux enjeux de la construction, pour répondre aussi aux enjeux d'un bâtiment certainement plus sobre, dans l'intérêt aussi du loyer et des charges de nos locataires, et aussi nous pouvons les mettre à disposition, y compris du parc privé, pour assurer avec vous l'ambition que vous avez donnée en matière de transition. Plutôt que de débattre en conséquence des coûts, utilisez-nous, Monsieur le ministre, pleinement comme levier d'action et d'efficacité. Je suis sûre que les ESH seront au rendez-vous, comme d'ailleurs l'ensemble des bailleurs. Enfin, nous défendons la mixité sociale et non la réduction du modèle du logement social en considérant qu'ayant moins d'argent, nous devons nous spécialiser. Pourquoi nous la défendons ? Non pas parce que nous voulons loger les plus riches, non pas parce que nous aspirons à ne pas avoir de problème, mais parce que nous pensons que pour avoir des quartiers équilibrés, pour avoir une société équilibrée, elle doit intégrer cette dynamique de la diversité sociale. Enfin, nous avons entendu les propos du président de la République qui aspire à nous proposer une simplification en matière de logement. Nous avons depuis longtemps porté le fait de pouvoir regrouper nos commandes, de pouvoir donner à voir, y compris pour le secteur du bâtiment qui aujourd'hui va rentrer dans la crise. Il est important de trouver des solutions au-delà des JO ou des OIN pour nous permettre d'engager vis-à-vis des entreprises très rapidement l'ensemble de nos carnets de commandes et de trouver des solutions au bénéfice de tous. Enfin, Monsieur le ministre, nous attendons de l'État qu'il soit stratège. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous un État stratège ? Ça veut dire de sortir d'un modèle de la réglementation et du contrôle pour retrouver un partenariat au service du logement de tous, par une confiance dans les opérateurs, et je sais que vous le partagez, et par l'obligation pour eux de rendre bien évidemment compte de la mission d'intérêt général et de l'utilisation de l'argent public. Soyez assurés que nous serons à vos côtés pour porter une politique ambitieuse répondant
à ces principes. Et donc, nous accueillons sur scène le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu. Madame la Présidente, chère Valérie Fournier, je voudrais saluer le directeur général, Monsieur Poussou, parce que chacun sait que la présidente préside et que le directeur général fait tout le reste. Je voudrais vous saluer en vos titres, grades et qualités. J'ai vu des gens très importants dans cette salle, depuis le président de la Fédération française du bâtiment, le directeur général de l'ANCOLS, j'aperçois le DHUP en personne, Emma Kos au premier rang au titre de l'USH. Il m'a semblé croiser Bruno Arcadie-Panne dans les couloirs. Il y a un monsieur qui ressemble étonnamment à Gilles Averrousse, le président de Ville-de-France, et je pourrais continuer ainsi un certain temps. Je vous trouve très clémente, Madame la Présidente, pour votre accueil. Je m'attendais, en venant ici, à ce que quelqu'un s'étonne ou m'interpelle sur la baisse des mises en chantier, me parle de la RLS, évoque même peut-être le fait que dans ce contexte d'inquiétude, dans ce contexte de recul très important des mises en chantier, dans ce contexte de montée de ces inquiétudes sociales de la part des habitants eux-mêmes, vous ne commenciez votre propos par, non pas saluer ma présence, mais vous étonner de l'absence d'un ministre du Logement. Je m'aperçois qu'on est chez des gens bien élevés, qui, pour être tout à fait honnête, n'en pensent certainement pas moins, mais ont choisi résolument de se placer du côté non pas de ceux qui constatent, mais de ceux qui proposent. Mesdames et messieurs, la situation, vous la connaissez. Je ne suis pas venu ni pour l'euphémiser, ni pour vous débiter des éléments de langage que je vous restituerai sans les penser de façon profonde. Celui qui vous parle, ce n'est pas le ministre de la Transition écologique qui a en charge pleinement, totalement et intégralement les politiques de logement, qui ne désespère pas d'avoir un ministre délégué à ses côtés pour faire ça, mais qui ne se désintéressera pas de ces sujets. C'est d'abord celui qui, pendant 20 ans, a été patron de collectivité, 10 ans d'un département, 10 ans d'une ville, et pour lequel l'ANRU, ce n'est pas un truc qui délivre un chèque, c'est l'endroit où on va défendre son projet. C'est le lieu où on s'interroge sur une politique de peuplement, non pas en fonction des alinéas, mais en fonction du dialogue avec les habitants, pour lesquels la question des quotas de logements réservés, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des visages, ce sont des trajectoires, ce sont des parcours humains. Où l'obsession, ce n'est pas de savoir à combien j'en suis par rapport à SRU, c'est de savoir si la personne rencontrée à l'occasion d'une permanence sans rendez-vous, elle va pouvoir avoir un débouché, si le chef d'entreprise qui a un besoin de logement va pouvoir trouver une solution. C'est le maire confronté à cette ambivalence de ceux qui expliquent qu'ils aimeraient trouver un logement pour leurs enfants parce que ça commence à être serré chez eux et qui potentiellement peuvent signer la pétition parce qu'ils n'aimeraient quand même pas que la résidence soit construite dans le terrain d'à côté. Et qui sont capables d'aller invoquer l'écologie quand c'est la défense de la non-artificialisation de la parcelle contiguë à la leur. Mais qui en revanche ne comprennent pas qu'un certain nombre de normes environnementales contribuent à une augmentation des prix qui diminue le pouvoir d'achat immobilier des gens. Où sommes-nous? Nous sommes dans une fédération qui, depuis 1927, s'efforce de se préoccuper du logement abordable, pas seulement à l'occasion d'un colloque, mais je dirais presque dans son ADN. Et j'ai une pensée émue en cet instant pour un maire du Havre. Nous connaissons tous un maire du Havre. Ce maire du Havre, préoccupé par le logement social et par le logement abordable, qui avait insisté sur la nécessité de se préoccuper des habitations bon marché comme étant un devoir d'humanité. Vous avez évidemment reconnu Jules Siegfried, maire du Havre en 1900, fondateur de la société HBM. Et à certains égards, en 1927, quand la fédération des ESH se crée, elle est dans ce mouvement balbutiant de comment est-ce qu'on concilie une responsabilité sociale, sociétale, avec des prix qui permettent de loger tout le monde.
Vous l'avez dit, 170 entreprises, plus de 32 000 collaborateurs, 2,5 millions de logements gérés, plus de 5 millions de personnes accueillies, 10 milliards d'euros d'investissement par an, et dans la tempête, un maintien de votre niveau d'investissement et de soutien au secteur. Alors oui, nous sommes dans une tempête. Cette tempête, elle a des chiffres, et des chiffres qui sont en ce moment même en train d'être publiés. Le nombre de mises en chantier en 2023, c'est 372 000. 25% de moins qu'en 2022, où nous étions à 499 000. Et la tendance, quand on prend le logement social et qu'on regarde les agréments, nous sommes tombés à 82 000 contre 95 000 lors de l'année 2022. Cette réalité, mesdames et messieurs, elle n'est ni française, ni totalement conjoncturelle. Et si on ne fait pas le bon constat, on aura toutes les difficultés à trouver les bonnes réponses. On a une crise extrêmement aiguë du pouvoir d'achat immobilier, qui explique le recul de ces mises en chantier, qui vient de loin, mais qui s'est considérablement accéléré au cours des dernières années. Et avec des effets de ciseaux très violents sur les 2 ou 3 dernières années depuis globalement l'Ukraine, qui ont accéléré cet effet de ciseaux, l'inflation des coûts et une partie de la baisse de ce pouvoir d'achat. La preuve que ce constat repose sur une vérité, c'est que ça n'est pas une situation qui est propre à la France. Ce qui est propre à la France, c'est quand on regarde les chiffres sur une longue période. On a globalement eu un immobilier, je crois que ce sont y compris des chiffres et des tableaux qui viennent de l'ESH et qui ont été présentés aujourd'hui, 35 ans de stabilité jusqu'aux années 2000. On a eu, au cours de ces 20 dernières années, un plus que doublement du prix de l'immobilier quand dans le même temps les salaires augmentaient de l'ordre de 20%. Comment voulez-vous que le pouvoir d'achat des immobilier des gens suive si vous avez des biens dont la valeur est multipliée par 2 quand leur salaire n'augmente que de 20% en moyenne? Et quand en 3 ans, sous le double impact de l'explosion des taux d'intérêt et des conséquences inflationnistes de la guerre en Ukraine, vous avez une accélération de ce découplement qui entraîne sur une seule année 20 à 30% de perte du pouvoir d'achat immobilier, et que vous avez déjà joué sur les durées de taux en les allongeant, en prolongeant les dispositifs, il y a un moment où le système arrive à son terme. Et parallèlement, le coût de l'argent pour les acteurs sociaux, basé sur le livret A, même si la décision prise par le gouvernement de dire on cape à 3, entraînant des conséquences pour les épargnants qui auraient pu faire davantage réagir que ça n'a été le cas, un point de livret A, c'est 1,3 milliard d'euros de fonds propres. Et je n'ignore rien des 3 lettres qui, dans votre secteur, ne commencent pas par un Z, ce qui me change d'une partie de mes autres secteurs d'activité, je vais y revenir, mais par un R, et sur l'impact de la RLS qui, évidemment, s'additionne dans la période que nous traversons. Poser ce constat et le regarder en face, c'est se retrouver avec une autre difficulté, propre au marché de l'immobilier. Ce sont les prophéties autoréalisatrices qui guident le comportement des acheteurs et qui accroissent une partie de cette difficulté. Quand les prix augmentent, mais que le consensus est qu'ils vont continuer à augmenter, les acheteurs achètent en se disant qu'ils font quand même une bonne affaire par rapport à plus tard. Mais quand les prix baissent, mais que le consensus c'est qu'ils vont continuer à baisser, personne ne se remet sur le marché. Et on accentue la crise dans laquelle nous sommes. Confronté à ça, et pourquoi je parle du logement privé? Je sais que je suis dans les ESH, mais quand vous voyez la part de logements construits par les promoteurs qui permettent d'aller embarquer des LLS ou des LLI, on mesure que nous sommes dans quelque chose où tout est imbriqué, comme vous avez pris soin d'indiquer qu'il y avait une imbrication entre la réhabilitation et les constructions neuves, et que opposer les uns aux autres était avoir une vision totalement tronquée de ce qu'était cette réalité du marché du logement. Nous avons donc le sujet du signal de confiance par rapport à ces acquéreurs, de dégripper une partie des freins, qui tous ne sont pas budgétaires, et sur lesquels les difficultés peuvent se retrouver. Et puis, on a en parallèle cette montée en tension, dans ce contexte de difficultés sur le pouvoir d'achat tout court, du nombre de demandes pour le champ social qui aggrave encore une partie de la difficulté. En face de ça, on n'a pas rien fait. Nous n'avons pas fait assez. On n'a pas rien fait parce que je veux
rappeler qu'au-delà du livret A, au-delà de l'évolution sur le PTZ, au-delà des 47 000 rachats qui ont été décidés pour soutenir la filière en demandant à la fois à Action Logement, et je remercie son vice-président qui est présent ici, et à la Caisse des dépôts et consignations, de mettre en place des programmes de rachat. On a soutenu 8 milliards d'euros de prêts bonifiés versés par la Caisse des dépôts et consignations, et je vois celui qui les a portés ici aussi. On ne peut pas considérer que ce soit rien. 250 millions d'euros de titres participatifs, ça n'est pas rien. Des dispositifs de soutien, y compris avec l'évolution du taux d'usure. Bref, mais est-ce que c'est suffisant? Non, puisqu'on a à la fois une demande qui se poursuit et une offre qui continue à baisser. Générer un choc de confiance, ça veut dire regarder tous les paramètres qui relèvent aussi du soutien au pouvoir d'achat immobilier des gens. Est-ce que le moment dans notre pays d'aller regarder ce que d'autres pays ont fait autour de nous n'est pas venu? Je pense au crédit in fine, je pense au crédit hypothécaire, à la façon dont des pays confrontés à un moment à des limites de capacité d'emprunt ont inventé des dispositifs qui ont permis de redonner l'espoir d'être propriétaire et ont permis d'alléger une part de cette pression. Est-ce que des dispositifs de soutien ponctuels, permettant y compris d'aller donner une sorte de prime à la précocité pour la relance, sur le modèle de dispositifs de soutien transitoires qui ont pu exister par le passé, ne peuvent pas aussi être des outils pour réenclencher ce cycle de confiance? Et puis plus largement, il faut qu'on retrouve le goût de construire, et nous avons à recréer les conditions d'un pacte avec les élus locaux et parfois avec une partie des habitants autour de ces sujets. Qu'on explique que ce qui serait aujourd'hui la cause du fléchissement d'une partie de la construction, ce serait le zéro artificialisation nette, alors même que la situation objective dans laquelle nous sommes, c'est que plus de la moitié de l'artificialisation au cours de ces 10 dernières années a été générée par des logements construits dans des lotissements avec 1200 m² de jardin, relève au mieux d'une paresse intellectuelle, au pire d'une escroquerie contre l'environnement. Et si le ZAN était le problème, j'aimerais qu'on m'explique comment les décrets d'application qui n'ont pas encore été traduits en allemand, en belge et en anglais conduisent à ce que la crise existe dans ces pays avec la même intensité, voire avec une intensité supérieure à celle que nous connaissons. Sur ces sujets, les propositions que vous faites, les pistes de réflexion, le fait de ne pas sombrer dans la facilité, de penser par exemple que ce serait en supprimant la loi SRU ou l'obligation de la mixité sociale qu'on arriverait à loger tout le monde comme si c'était la peur du pauvre qui bloquait la main du maire quand il s'agit d'aller signer un permis de construire. Qu'en revanche on s'interroge sur le fait de savoir si c'est bien raisonnable d'être passé d'un système dans lequel le maire pouvait presque seul décider de l'attribution de logements sociaux à un dispositif dans lequel on lui fait part d'un classement sans qu'il ait la capacité à faire entendre ce que peuvent être des priorités locales. C'est la magie du balancier qui fait qu'on est souvent dans ce pays capable de passer trop d'un extrême à l'autre sans regarder comment on prend en compte l'ensemble de ces aspects. Rien que dans cette semaine, le temps que j'ai eu l'occasion de consacrer à ce secteur, il s'est traduit par un nombre d'heures que j'ai cessé de compter depuis longtemps, mais hier soir, un peu après 23 heures, le premier texte du gouvernement Attal, voté à l'Assemblée nationale, concerne les coprodégradés, avec 176 voix pour et 1 voix contre, de manière à la fois répondre de façon directe à une partie de ce que vous évoquez. Je pense aux OIN, je pense aux outils qui vont permettre d'aller faciliter des opérations de réhabilitation, je pense à la capacité à mieux lutter contre les marchands de sommeil, et quand je sortirai d'ici, ce sera pour aller au Sénat dans le cadre d'une PPL consacrée au sans-abrisme et à la façon dont élus, pouvoirs publics peuvent autour de ce sujet faire en sorte de travailler. Et je sais que dans quelques jours, ce sera le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui aura lieu. Là aussi, sur ces sujets, il ne s'est pas rien passé au cours de ces dernières années. Je pense à la fois à la loi Elan, à l'augmentation de manière considérable du coût des constats qui ont pu être faits dans cette continuité au titre de la dignité, avec une augmentation de 30% des signalements pour insalubrité et des procédures. Je pense au pacte initiative copropriété, puissant mais dont les limites nous conduisent aujourd'hui à poser de nouvelles bases. Et la solidarité, elle n'existe que si elle s'exerce à l'endroit d'abord de ceux qui sont les plus fragiles. Et donc je commence volontairement par évoquer ceux qui sont les plus éloignés du logement pour venir au cœur et pour terminer au cœur du sujet que vous avez évoqué. En face de ça, j'ai commencé à évoquer le sujet de la confiance, de la manière dont on pouvait envoyer des messages
je ne crois pas que face à cette crise, on puisse ou regarder dans le passé en se disant qu'on n'a qu'à copier ce qu'on a fait et se contenter de le refaire, parce que nous ne sommes pas seulement dans une crise de la construction, mais plus largement à une croisée de chemin où l'écologie n'est pas une alternative, mais une réalité. Et là aussi, opposer la réhabilitation à la construction n'a pas de sens, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue social. On ne peut pas regarder la réalité d'un certain nombre de passoires énergétiques, ne pas regarder la réalité d'un certain nombre de passoires énergétiques et se contenter d'expliquer qu'on a des logements vacants et s'étonner que personne n'aille dedans, alors même qu'en termes de confort d'été ou en termes de factures d'hiver, il y aurait une fantastique injustice sociale qui s'ajouterait à celle d'être mal logé, c'est de se retrouver avec des charges beaucoup plus élevées que ceux qui sont dans des logements correctement isolés. On ne peut pas se contenter d'expliquer que l'écologie coûte cher sans s'apercevoir ce qu'elle nous fera économiser, et je pense en cet instant aux inondés du Pas-de-Calais par rapport au débat sur l'étalement urbain, sur la signature de permis de construire dans un certain nombre de secteurs, pour être extrêmement clair avec vous. Donc, 1, réenclencher la confiance en faisant en sorte d'envoyer les messages qui vont bien au secteur. 2, repenser le modèle avec l'obsession du pouvoir d'achat immobilier des Français pour qu'ils puissent devenir propriétaires. 3, assumer une orientation au titre de la planification écologique dans lequel la décarbonation du secteur a un mérite, c'est qu'elle n'oppose pas la fin du monde et la fin du mois, elle les rejoint. 4, s'apercevoir que résoudre ces sujets ne peut pas se faire en regardant la France de manière uniforme. Entre les endroits dans lesquels nous avons tellement de logements vacants que nous discutons avec des associations d'élus sur les durées, sur les biens sans maître, pour savoir au bout de combien de temps une collectivité peut le récupérer pour le remettre potentiellement sur le marché. Entre les secteurs où le premier sujet d'irritation des populations, ce sont les meublés de tourisme et leurs conséquences, ou sur les saisonniers, ou sur les populations. Entre les endroits où il n'y a plus un mètre carré constructible dans les documents d'urbanisme, et ceux où il y a des AC qui ont été autorisés et des parcelles sur lesquelles les travaux n'ont pas commencé. Entre les endroits dans lesquels on a le bon label avec la bonne lettre et le bon chiffre en termes d'indicateurs de tension, et ceux où on le réclame avec parfois sur le terrain un sentiment d'incompréhension en ayant le sentiment que ces zonages ne relèvent pas toujours de réalité objective, le moment est venu de regarder en face la façon de repenser un partage de responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales, pour construire, mais également pour rénover. Parce que ma conviction, c'est que sur le modèle de la délégation des aides à la pierre, qui permet à des territoires qui en ont l'envie de se saisir du sujet et de surperformer, avec un objectif fixé par l'État et une capacité pour l'État à reprendre les fonds si les objectifs ne sont pas atteints, quand on a un territoire qui s'engage, une intercommunalité ou une commune, que ses agents assurent la promotion des dispositifs, que les élus de proximité assurent la diffusion de l'accès ou labellisent les professionnels qui pourront accompagner, nous obtenons des résultats meilleurs que là où on se contente d'appliquer une grille nationale. Et donc ce sont l'ensemble de ces mouvements qu'il faut qu'on conduise. Ça tombe bien, on est en début d'année, celle où on regarde ce que sont les perspectives et les souhaits, et à quelques jours d'une déclaration de politique générale qui fixera un cap pour le pays, et dont je serais surpris qu'elle n'évoque pas les aspects de logement. Donc, mesdames et messieurs, le sens de ma présence ici, c'est pas seulement parce qu'en passant dans la rue, j'ai vu de la lumière et que j'ai espéré partager avec vous une part de galette des rois dans cette période où, à peu près dans tous les endroits qui se respectent, on imagine partager un moment de convivialité. C'est très simplement, et j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de buffet pour me faire passer le message que vraiment, le niveau des fonds propres ne permettait plus ce genre de facilité. Et donc je remercie la mutualité de mettre gratuitement à disposition des ESH ce lieu aujourd'hui. C'est sa contribution et la démonstration de sa solidarité effective. Les gens qui parlent, c'est bien, les gens qui agissent, c'est mieux. C'est pour ça que je vais arrêter de parler et que je vais vous donner rendez-vous dans quelques jours pour qu'on puisse passer à la suite. Merci de votre invitation, merci de m'avoir permis de m'exprimer. Ne doutez pas que votre appel, votre mobilisation, votre constance, votre cohérence sur ces sujets tout au long de ces derniers mois
Non seulement ils sont remarqués, mais ils sont repérés et salués. C'est le sens de ma venue, tout comme les engagements que je prends devant vous, que le logement dans cette année 2024 soit l'année où nous puissions amorcer le rebond, la réorientation, mais surtout la réussite collective avec davantage d'investissement, davantage de décentralisation et davantage d'écologie. Merci à tous et à toutes.